Mesdames et messieurs, bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette édition du mardi 6 février. Voici les titres de cette édition. La neige a recouvert notre département, un aléa climatique qui complique évidemment la circulation. Nous serons avec les services de la direction interdépartementale des routes de l'Ouest, la DIRO, qui gère la RN 249 qui relie Cholet à Nantes. À la Séguinière, nous parlerons de la reprise des locaux de Terre de Marin par une société voisine, les ateliers Pulsion Design. Nous reviendrons aussi sur l'Original Bal, un concours de danse rétro proposé par le collectif choletais Jamais trop d'art. Et enfin, nous refermerons cette édition avec un portrait, celui de Margot Morinière. Elle représente la nouvelle génération des vitraillistes. On commence ce journal avec l'épisode neigeux qui concerne notre département. On rappelle que nous sommes toujours placés en vigilance orange, neige et verglas par Météo France. Ce sont 5 à 10 cm de neige qui sont tombés sur notre territoire, des chutes qui ont largement perturbé les déplacements, tout particulièrement sur les axes secondaires. Plusieurs routes ont été bloquées durant une partie de la journée. Évidemment, une priorité forte est mise sur les routes principales. On pensera par exemple à la RN 249 qui relie Cholet à Nantes. Nous étions ce matin avec les équipes de la DIRO, la direction interdépartementale des routes de l'Ouest, qui était à pied d'œuvre durant la nuit. Pour faire le point sur la situation, je vous propose d'écouter Didier Abélard, c'est le responsable du centre d'entretien de la Séguinière. On s'appuie sur un site météo professionnel qui est assez précis. Le responsable d'intervention mis en astreinte pour la semaine donc va sur ce site. Selon les données récupérées, il prévoit une patrouille. Le cas échéant, là, donc par exemple, là, on a fait ce qu'on appelle un préventif. On a fait un salage préventif hier soir. Et cette nuit, le personnel d'exploitation est intervenu en curatif. Donc justement, vous passez par ce dispositif de lame de déneigement. On explique un petit peu comment ça se passe. On a vu charger par exemple, qu'est-ce qui s'est passé là juste devant nous ? Donc le personnel d'exploitation intervenant a chargé la saleuse. Selon les conditions, nous déterminons une quantité de sel à mettre sur la route. Et puis bon, le personnel là, va partir en curatif. S'il y a besoin, ils vont poser la lame pour évacuer la neige sur la route ou tout simplement mettre du sel. Ce qu'on a vu charger, c'est du sel, même si la couleur n'est pas totalement pareille que notre bon vieux sel de table. C'est du sel, c'est du gros sel, effectivement, c'est du gros sel. Comment ça se passe concrètement quand vous partez ? Il y a des axes principaux sur lesquels vous mettez un point d'honneur à ce que ce soit bien dégagé, on va dire, et après il y a des axes secondaires. Comment ça se passe concrètement ? Nous intervenons que sur la RN 249 qui traverse le Maine-et-Loire. Nous avons donc 34 km de 2x2 à traiter, plus 9 échangeurs. Alors dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle nous la section courante, et dans un deuxième temps, nous intervenons sur les bretelles sur les échangeurs. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer cette nuit ? Vous allez mettre en œuvre quoi exactement ? Cette nuit, dans un premier temps, nous allons mettre de la surveillance en œuvre. Donc il y a du personnel qui est intervenu toute la nuit, qui est au repos dans la journée. Il y a une équipe qui prend le relais sur la journée. Et le personnel d'astreinte reprendra son astreinte à partir de 19h. Dans un premier temps, notre responsable d'intervention fera ce qu'on appelle une patrouille pour s'assurer de la viabilité du réseau. Et s'il y a nécessité d'intervenir, il fait intervenir son équipe de salage et de déneigement. Nous pouvons également nous faire appuyer par une entreprise privée qui est mise en astreinte également. Voilà. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que demain matin, on risque d'avoir certaines difficultés à rouler ? Ou alors ça devrait être comme aujourd'hui, plutôt bon ? J'aurais tendance à dire, j'ai regardé le site météo tout à l'heure, il nous annonce un petit peu moins de neige qu'hier. Effectivement, le site météo s'affine au fil de la journée, mais la situation pourrait être délicate quand même malgré tout demain. Il nous annonce des températures négatives et on sait très bien qu'une chaussée humide, quand le gel vient par là-dessus, c'est plutôt délicat, quoi.
Voilà des images qui ont été prises du côté de la Tessoile. Si vous vous posez la question, évidemment, les services de l'Adiro recommandent la plus grande prudence sur les routes demain et ce soir. Allez, nous allons maintenant parler d'une reprise d'entreprise, une reprise très localisée même, puisqu'elle a lieu sur la zone de la Bergerie à la Séguinière. L'entreprise Pulsion Design a racheté les locaux de la société Terre de Marin, située juste en face. Une reprise des locaux, mais aussi des savoir-faire pour cette entreprise spécialisée dans l'impression textile. Et pour nous parler de l'actualité de ces ateliers zignérois, nous allons écouter le gérant, c'est Vincent Bernard. Je suis tombé amoureux du savoir-faire qu'il y avait. En fait, cette société-là a été créée par Michel Péot en 1984. Et puis, quand il a créé sa marque Terre de Marin, il s'est occupé de ces ateliers-là. C'était un service intégré. Et il y avait beaucoup de savoir-faire depuis longtemps, mais il n'y avait plus de faire savoir. Donc c'est ce qui m'a plu. Il y avait des outils, il y avait du savoir-faire. Et moi, je voulais faire savoir ce savoir-faire, en fait. Ça implique aussi de travailler avec de l'humain, ça implique du recrutement, ça implique du mouvement finalement. Alors, c'est que de l'humain, puisqu'on vend que du travail manuel, artisanal. Voilà, et en effet, ça se développe, puisque quand je suis arrivé en janvier 2017, on avait 11 personnes. Que là, fin janvier 2018, on a 23 salariés. Sans doute qu'en février, on sera 25. Et voilà. Donc ça se développe beaucoup, oui, mais tant mieux. On va faire un peu de géographie. Donc il y a 2 sites ici à la Séguinière. Parlez-nous-en un petit peu. Quelle est la différence et quel nom va porter l'ensemble de ces 2 sites ? Alors, la société s'appelle Atelier Pulsion Design et en fait il y a un atelier de confection que vous voyez derrière où là on fait de la confection en essayant de sortir du prêt-à-porter par exemple. Un des marchés les plus connus c'est le Puy du Fou, on fait une partie des costumes du Puy du Fou, donc ça c'est génial pour l'ensemble de nos collaborateurs et on développe d'autres marchés complémentaires entre la sérigraphie et la confection où on travaille sur l'industrialisation de la personnalisation. C'est-à-dire se servir du textile comme outil de communication, de papillons personnalisés, foulards personnalisés, des choses comme ça par exemple. Oui, parlons justement, ça peut être intéressant des marchés que vous souhaitez prendre. Vous visez quel type de marché ? Alors, il y a vraiment tout. Ce matin, par exemple, il y avait le luxe qui était là. Il y avait 3 personnes du luxe qui étaient là ce matin. La semaine dernière, on a pris un beau marché pour un YouTuber. On fait la collection de vêtements d'un YouTuber, donc c'était plutôt marrant. Voilà, on fait du sport et on développe surtout le vêtement d'image pour les petites sociétés, pour les PME locales. Je ne vais pas dire petites sociétés comme récemment Agena 3000 ou Alliance Construction, par exemple. L'entreprise qui recherche donc à recruter, vous l'avez compris, sur des postes de mécanicienne en confection, mais aussi des postes de support et d'administration de l'entreprise. D'ailleurs, la société a été suivie par le département et la région, mais aussi par l'association Initiative Anjou. Elle a donné un coup de pouce financier aux repreneurs. En fait, la région, dans le cadre de son pacte pour la ruralité, a souhaité soutenir les entrepreneurs qui souhaitent reprendre une entreprise. Et donc, c'est un prêt à taux zéro qui est consenti aux entreprises, aux repreneurs. C'est l'effet de levier qui permet d'accompagner un projet et de pouvoir lever des fonds bancaires plus importants et de manière plus sûre. Parlons un petit peu de votre rencontre avec Pulsion. Comment ça s'est fait concrètement ? Qui est-ce qui vous a mis de premier en contact ? Alors ça s'est fait par le biais de l'Agence de développement économique régional, qui a rencontré Vincent Bernard et Nadège Berthet. Ce sont eux qui ont pu échanger ensemble sur leur projet. Et puis après c'est très simple, Nadège et Vincent sont venus au sein d'Initiative Anjou présenter devant un comité de prêt leur projet de reprise d'entreprise. Donc autour de la table, il y avait une dizaine de personnes, experts comptables, banquiers, avocats, chefs d'entreprise. Ils ont présenté leur projet pendant une dizaine de minutes, on leur a posé des questions. Et c'est très simple, ils sortent de la pièce, les personnes présentes au comité de prêt délibèrent, ils reviennent, on leur donne la réponse. Et le virement est fait sur leur compte personnel très rapidement. Voilà, et on parlait des youtubeurs tout à l'heure. La société Scholtes travaille notamment avec Vodka Prod ou encore Langevin Amixem. C'est une plongée dans les années 40 à 50 que nous proposait le collectif Jamais trop d'art avec son original bal. La compagnie a invité à danser plus de 300 personnes au Jardin de Verre ce samedi. C'est la 3e année que le collectif propose ce concept avec un concours pour les participants. L'occasion de remettre au goût du jour quelques mouvements de danse disparus comme le Pony Time ou encore le Body Explosion. Tout cela, bien sûr, en costume d'époque. On écoute l'organisateur de l'original bal. J'ai fait encore une nouvelle fois appel à l'ACDC, l'association Scholtes de danse de caractère, qui vient justement me suppléer
pour organiser ce concours de danse finalement qui reste un concours de danse. Parlez-nous justement de ce concept. Alors là justement, pour cette troisième saison, on va dire, on s'est plongé dans les années 40 et 50. Voilà, donc les gens vont venir en costume, voilà, pour se replonger dans ces années-là où justement mon aïeul Théodore Quay avait relancé sa guinguette avec l'achat d'un électrophone justement. Donc tout le monde vient là. Il y a différentes danses qui sont chorégraphiées que les danseurs, le public va devoir faire au mieux possible puisqu'ils vont être jugés, notés, et les 3 meilleurs d'entre eux vont être récompensés pour avoir des lots assez faramineux quand même. Donc finalement, quel est le rôle du collectif dans toute cette histoire, puisque le spectateur est acteur de la soirée? Exactement, justement, on est là pour les accueillir. On est là pour ils ont eu toutes les petites vidéos quand même avant pour pouvoir apprendre à danser, comment vous allez danser le single swing, le ducky ruck, le poney time également, toutes ces danses un peu folles des années 40 et 50. Et donc là, ce soir, ils sont 12 jurés qui travaillent avec moi. J'ai fait appel à eux parce que c'est quand même... avec Sandy, la présidente, une bonne équipe, compétente et investie justement par ces grands concours que j'essaie de faire traverser à travers toute la France. Qu'est-ce qui séduit selon vous la population avec ce retour des danses des années 30, des années 40 ? Justement, c'est la danse, c'est cette espèce d'envie de communier tous ensemble. Disons, c'est un moment de fête, ils ont envie de s'extérioriser, de faire bouger le corps qui est peut-être un peu en retrait ces dernières années. Ça désangoisse, et puis le concours quand même, ils sont là aussi pour gagner. Hein. Si vous restez avec nous ce soir, vous verrez qu'ils viennent vraiment bien costumés, et puis les danses sont parfaites, ils sont pas là, ça rigole pas trop quand même. Et plus tard dans la soirée, c'est l'association Choltaise de danse de caractère, la CDC, c'est bien ça, qui a remis son premier prix du concours de danse. Elle se destinait à une carrière plutôt militaire, mais suite à des soucis de santé, Margot Morinière a choisi une autre voie, celle du travail des vitraux. Après s'être formée à cet art, elle cherche désormais à se faire connaître du grand public. Samedi, elle exposait une quinzaine de ses œuvres dans les locaux de la SLA, la Société des sciences, lettres et arts de Cholet. Rencontre avec cette vitrailliste de nouvelle génération, c'est une interview d'Élise Denis. Aujourd'hui, j'expose des vitraux que j'ai faits pendant principalement mon CAP et mes 3 ans de formation, donc en alternance entre le CIFAM de Sainte-Luce-sur-Loire, mon établissement scolaire, et l'atelier municipal de la ville de Cholet. Parlez-nous un petit peu de vous. Comment en êtes-vous arrivé à ce type de métier quand même atypique ? J'ai toujours aimé regarder les vitraux dans les églises, de voir la lumière qui pouvait les traverser. Et c'est un stage que j'avais fait via le Pôle emploi à l'atelier de la ville de Cholet. Et le fait de pouvoir toucher le verre, le plomb, apprendre la technique, ça m'a donné envie de poursuivre. Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers elle ? Quelles sont vos sources d'inspiration ? J'aime bien tout ce qui est nature, j'aime assez ce qui est l'art contemporain aussi, donc, et j'ai pas forcément d'inspiration, je pars de ma feuille blanche et en fonction de l'humeur à laquelle je suis et des idées que j'ai dans la tête, je prends mon crayon, mes compas et puis je trace et ça se fait comme ça en fait. Quand on pense vitraux, on pense aussi religion. Est-ce que vous choisissez des dessins à caractère religieux ou pas du tout ? Non, c'est pas ce que je fais. Bon, après, ça peut être possible de faire des restaurations forcément pour des monuments ou des édifices religieux, mais pas en création. Vous avez une médaille autour de votre cou, ça signifie quoi ? C'est mon titre national de meilleur apprenti de France que j'ai obtenu en 2015. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les différentes étapes ? Vous avez parlé de dessin, de réalisation pour en arriver à ce que l'on peut voir derrière vous. En effet, il y a différentes étapes. Donc, je pars d'un dessin de base que je mets à l'échelle nature, on va dire. Je fais ensuite un calque qui me sert à faire un autre carton qui, lui, me sert à
à découper mes gabarits qui me servent ensuite à couper chaque pièce de verre à la main. Et une fois cette étape faite, je sertis le vitrail et comme un puzzle, en fait, un morceau de plomb, un morceau de verre. Et une fois le sertissage fini, je soude au plomb, je nettoie et le vitrail est terminé. Quels sont vos acheteurs, votre clientèle? Quel est le profil? Ça peut être n'importe quel type de personne, parce que de plus en plus, enfin, c'est mon point de vue, on peut faire des petits miroirs ou des petits vitraux qui se trouvent chez des particuliers. Bon, généralement, ça se tourne surtout vers une clientèle assez aisée, parce que c'est quand même des produits nobles et la matière première coûte cher. Donc c'est souvent une clientèle aisée, mais ça peut aussi être des particuliers lambda. Quelles sont les questions que l'on vous pose lorsque l'on vient voir vos expositions comme celle-ci? Bon, souvent, c'est les étapes de création, les techniques, parce que beaucoup de gens croient qu'on colle le plomb sur le verre, ce qui n'est pas du tout le cas. Et comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, comment j'en suis arrivée ici, pourquoi je fais cela, et généralement, c'est le genre de questions qu'on me pose. Voilà, des vitraux sur le thème des jeux vidéo, effectivement, c'est unique au monde. Et c'est la fin de ce journal du mardi 6 février. Ce soir, dans l'invité de la rédaction, nous parlerons du Festival du temps de jouer. Merci encore de votre fidélité et à très vite sur TLC.